Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Je salue toute la communauté DMG. Alors, je reviens ici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. On ne va pas chanter la même chanson de tous les jours. S'abonner, liker, partager et commenter. Mon histoire parle d'une femme. Une femme d'un quartier à Libreville. Cette femme-là, elle avait fait un pacte avec ses parents quand ses parents étaient encore en vie. Et le pacte était de quoi? Le pacte était qu'elle devait épouser une haute personnalité dans le pays. C'est-à-dire, elle devait être première dame, ou bien la femme d'un ministre, ou un grand homme du pays. Mais avant d'arriver à cela, elle devait d'abord sacrifier 3 hommes, non 4 hommes. Elle devait d'abord les sacrifier. Et pour les sacrifier, dès qu'elle atteint le nombre demandé, elle pourra déjà se marier avec ce grand homme-là. Et la femme, et la dame en question, elle a commencé à se marier avec un homme, le premier. Après le mariage, l'homme est tombé malade et il est mort. Le deuxième, la même chose. Les gens ont commencé à suspecter cette femme dans le quartier. C'est là où il se met encore en couple avec un autre monsieur. Et je vous assure que la femme là, elle était tellement belle. En fait, elle avait tout ce que les hommes cherchent sur les femmes. Belle, une femme brune, bien bâtie. Elle était financièrement aussi bien placée. Donc, il n'y avait aucun homme qui pouvait résister. Elle s'est mariée avec un autre homme. Après 6 mois comme ça, l'homme est tombé malade. Et par coïncidence, ce monsieur en question était initié parce que sa mère est praticienne. Donc, l'homme est tombé malade. C'est là où, quand sa mère n'a pas fait les visites de son fils, elle découvre que la femme en question, elle a fait le pacte. C'est là où elle appelle la femme. Elle dit à la femme que là où tu es parti mettre mon fils là, il faut déjà partir l'enlever. Parce que si tu ne fais pas ça, je vais faire retour à l'envoyeur. Donc, c'est toi qui vas mourir. Et comme cette femme, elle savait de quoi sa belle-mère parlait, elle a dit, désolé maman, si j'ai fait ça, c'est parce que depuis le début, je souffre. J'ai fait un pacte avec mes parents. Et là, chaque mari que j'épouse, il est censé mourir. C'est là où la femme a fini de soigner son fils et la femme en question, ils se sont séparés comme ça. Hein. La femme en question est tombée malade. Parce que moi, j'ai quitté le quartier quand elle a fait la chauffer encore. Soit elle est devenue folle, soit elle est devenue rien du tout. Je ne sais pas trop, je n'ai plus de nouvelles. Donc c'est comme ça que le mariage est fini comme ça. C'est pour vous dire quoi? Les gens sont là dehors, uniquement pour détruire. Tu te mets en couple avec une femme, tu ne sais pas qui elle est réellement. Donc faisons très attention. Cette histoire s'est déroulée il n'y a même pas encore 1 an. Faisons très attention. Car ce monde est rempli d'individus, de plusieurs manières. Tu peux voir une femme belle et tout. Tu ne sais pas au fond d'elle ce qu'elle est réellement. Et c'est vice-versa, hein, chez les hommes aussi. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors portez-vous bien et on se voit à plus tard. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire.
Coco, salut la grande famille DMG. J'espère vraiment que nous allons tous très bien par la grâce de Dieu. Alors, n'oublions pas de partager, de liker et de nous abonner, mais surtout, 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 sensibiliser. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je viens avec une nouvelle histoire intitulée L'eau mystique. Alors, imaginons un instant des personnes qui travaillent dans un établissement, oui, des professeurs, voilà, des professeurs qui ont une salle de professeurs, voilà. Ils sont tous dans la salle des professeurs, il est déjà 7 heures, je dirais, tout le monde est en train de s'empresser de partir rejoindre sa classe pour commencer son cours en plein lundi matin. Et voilà que quand on va dire à la troisième heure, pour être précis, au niveau de 10 heures, tous se retrouvent dans la salle des profs. Et c'est là que Monsieur Koira, c'est le nom d'emprunt qu'on va attribuer à ce monsieur-là. Monsieur Koira, qui est en effet professeur de sciences physiques, était assis là et après avoir rédigé son devoir de niveau, sera automatiquement pris d'une étrange soif. Alors, il va se diriger directement vers le frigo des professeurs. En ouvrant, il verra qu'il n'y a pas d'eau. Mais en regardant légèrement à l'extrémité du robinet, il y avait un sachet d'eau qui se trouvait dans un sachet noir. Ayant soif, en touchant le sachet noir, il verra que l'eau est bien glacée. L'eau est vraiment glacée. Puisqu'il aime beaucoup l'eau glacée, donc il se trouve parfois dans un dilemme. Parce que là, il y a de l'eau glacée qu'il aime bien, qui est là, qui se trouve à sa gauche, et de la droite, il y a la pompe à eau. Qu'est-ce qu'il devrait prendre? Alors il se retourne et il interpelle ses collègues en leur demandant, mais excusez, l'eau, il appartient à qui? Ses collègues, tous surpris, ne savent vraiment pas à qui a déposé l'eau là ou encore à qui. Chose même qui aurait dû l'interpeller d'abord premièrement. Mais on dit quoi? On ne fait pas de méchanceté sur l'eau, source de vie. Donc il va dire, bah, tant mieux. Quand il va soulever le sachet, il y a l'un de ses collègues qui va lui dire, mais non, attention, hein, tu ne sais pas qui l'a mis là, donc ne bois pas. On peut te piéger par ça, on peut te faire des trucs. Il dira non, il n'y a pas de problème, c'est juste l'eau. Et puis d'ailleurs, on est dans la salle des professeurs. Donc, certainement, la personne qui a laissé ça doit être un professeur. Donc, naturellement, il n'y a pas de raison de craindre. Son collègue lui dira non. Je te suggère plutôt de prendre l'eau du robinet. Il dira non, 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 non. Il a soif. Donc, sans plus tarder, il va prendre le sachet, il va le percer et il va se mettre à boire à grande gorgée. Il va boire l'eau. Quand il va boire l'eau, et il va rapidement prendre ses affaires parce que la cloche a déjà retenti. Il faut continuer les heures de cours. Donc, il repart en classe, il fait son cours normalement. Et pendant le cours, il remarque qu'au fin fond de la salle, il voit, il voit un grand homme vêtu en boubou noir apparaître au milieu des enfants. En fait, il était le seul à voir ça, mais les élèves, eux, ne voyaient rien. Donc, il va interpeller enfin, la personne qu'il voit derrière. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites arrêter? Les enfants se tourneront, regarderont et ils ne verront que le mur. Mais lui, il voit quelqu'un qui est arrêté là. Donc, les enfants vont comme ça se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que notre professeur a aujourd'hui? Apparemment, il ne s'est pas levé du bon pied ou bien il commence à avoir des hallucinations, tout ça. Donc, il va essayer de se calmer parce qu'il va très vite comprendre que les enfants, eux, ne voient pas. Eux ne voient pas vraiment ce que lui voit. Donc, du coup, il va garder son sang-froid et puis il va continuer son cours. Mais pendant qu'il est en train de continuer le cours, il a l'impression de recevoir des attaques par derrière. On le secoue avec des trucs, je sais pas quoi là. Donc, pendant qu'il écrit, il tremble. Il tremble. Et les enfants dans la classe savent qu'il y a quelque chose de pas clair, pas net. Et à force même de le faire trembler de manière bizarre, ils vont se mettre à rire. Ils se diront, ah, monsieur est en train de danser en fait. Non, 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 monsieur n'est pas en train de danser, c'est ce que l'une va dire. Non, mais on a l'impression que quelque chose ne va pas. Et très vite comme ça, il va sortir brusquement de la salle de classe, courir, aller dans la salle des professeurs. Et c'est comme ça que très vite, là où il y a le lavabo, où on peut s'asperger un peu le visage, il va se mettre à vomir du sang. Il va commencer à vomir du sang, vomir du sang, jusqu'à complètement s'évanouir là. Donc, l'un des techniciens de surface, ceux qui nettoient en fait l'espace là, le verront couché à même le sol. Donc, ils vont décider de le prendre, de l'envoyer à l'infirmerie. On fait toutes sortes d'analyses, mais on ne voit absolument rien du tout. Mais le monsieur continue de vomir du sang. Alors, là maintenant, l'infirmier, qui effectivement était grand africain comme nous, va commencer à voir, envisager l'autre aspect. Il va suggérer à monsieur Koira
d'aller d'abord essayer de consulter pour voir, parce que c'est pas simple. Si on fait des analyses, que les analyses ne révèlent absolument rien, alors il faut complètement savoir que le problème n'est plus physique ou médical, il est plutôt spirituel. Et c'est comme ça que au même moment, l'un de ses collègues viendra et lui dira, mais c'est justement en rapport avec l'eau qu'il a bu certainement. L'infirmier, un peu surpris, lui demandera, mais quelle eau? Il lui expliquera que ce matin, quand ce dernier est arrivé, ils ont trouvé, à la troisième heure, ils ont trouvé de l'eau dans la salle des profs, mais on ne savait pas qui avait déposé ça. Mais ce dernier a pris, il s'est empressé de boire parce qu'il avait soif. Bon, ça crée automatiquement la psychose. Donc là, ils vont l'aider. Le directeur même sera obligé de lui donner sa journée pour qu'il parte à la maison se reposer. Donc il ira se reposer et voilà que, étant à la maison, il va commencer à avoir des hallucinations. L'homme qui il voyait étant en classe avec les enfants, il ne s'agissait plus d'un homme maintenant, mais là, ils étaient 5. Pendant qu'il est couché, même sur son lit, il a l'impression de se retrouver au fin fond d'une sacrée frontière où on ne sait pas où il est couché, mais il y a 5 personnes qui ont tout son lit et qui parlent des langues vraiment étranges à la fois. Et qu'il se met à rire, il sait pas, il avait vraiment très peur. Et c'est là que, fort heureusement, M. Koira a une femme qui prie beaucoup. Et quand elle va revenir brusquement du boulot, elle va voir ces 5 personnes. Automatiquement, elle va déclarer le feu du Saint-Esprit sur ces personnes-là et après, ils vont se volatiliser. C'est elle-même qui lui dira que tu as appris quelque chose qui leur appartient. Donc, ils sont venus rechercher ça. Il va dire, mais quelle chose? Et là, quand il va expliquer en fait l'eau, elle va lui dire, oui, voilà, c'est ça. La personne qui a déposé l'eau voulait en réalité te sacrifier. Et comme toi, tu as cédé en buvant cette eau-là, maintenant, ils sont là pour te chercher, pour repartir. Monsieur Kerr n'en croyait pas à ses yeux parce qu'il était beaucoup sceptique. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à ce genre de choses-là. Donc, il va dire non. Mais quand il va voir que ses cauchemars ne faisaient que s'amplifier, à chaque fois qu'il ferme les yeux, il a l'impression de se retrouver dans des endroits vraiment terrifiants où il voit des couteaux, des canaris. Donc, il se réveille aussitôt, il ne dormait plus. Donc, sa femme continuait à le garder en prière jusqu'à ce que lui-même, d'un cœur cessé, décide de se lever et prier. Et en priant, il va commencer à détruire progressivement les œuvres de ces derniers-là. Mais encore, ce qui fera encore plus rire, ou ce qui paraîtra encore plus bizarre, ce fut un vendredi soir où il sera en train de prier avec sa femme et soudain, il aura une forte envie de vomir. D'abord, il vomit et quand il vomit, c'est le sachet d'eau en question qu'il a vomi qui est ressorti, même chose, étant glacé. Et quelques instants après, il a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui veut sortir. En ouvrant la bouche encore de plus, il voit je sais pas si c'est des vers d'éther ou c'est quoi, plusieurs vers d'éther ou des chenilles qui vont remplir son carrelage. Il se met à vomir. À chaque fois qu'il vomit, c'est des vers d'éther qui sortent. C'est des vers d'éther, des vers d'éther. Et on pouvait même remplir presque un seau avec. Ils étaient tellement répugnants et nombreux. Et c'est là que sa femme, d'un signe de foi, va décider de faire une prière que le pasteur lui avait montrée pour son mari. Et en faisant ça, ce dernier va s'évanouir. Et quand il va se retrouver, comme si de rien n'était, il va se retrouver petit à petit. La moralité de l'histoire. Toutes les choses que nous voyons, nous ne devons pas nécessairement les toucher. Parfois, ceux qui déposent ces choses-là, c'est pour nous atteindre ou nous piéger. Sachons faire la part des choses. Il y a des personnes là qui ne savent vraiment faire la part des choses. Vous vous rendez chez votre ami et parce que vous voyez de la nourriture, vous pensez que c'est pour vous, vous voulez manger. Ou encore de l'eau, on ne demande pas, on se sert. Ou encore des biscuits, on prend, on mange. Il y a tellement de choses, surtout quand il y a un peu d'affinité entre nous et certaines personnes, on se croit tout permis. Alors, famille DMG, vigilance, vigilance, vigilance. Parce que l'homme rit de manière externe avec nous. Il rit à l'extérieur, mais à l'intérieur, qui sait? Peut-être même qu'il souhaiterait nous voir 6 pieds sous terre. Donc, soyons vigilants et faisons beaucoup, beaucoup attention à tout. Bisous à vous. Encore une fois, on n'oublie pas de partager, de liker, de nous abonner. Allez, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire.
Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour à la communauté DMG. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, car nous sommes là pour sensibiliser. Alors, je suis au Cameroun, tout précisément dans la ville de Kribi. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de ma petite sœur. Ma petite sœur, donc, j'ai deux petites sœurs jumelles, une grande sœur, un petit frère. Alors, un jour, je suis au travail. Mes petites sœurs étaient dans la classe de quatrième. Elles ne sont pas dans la même classe, mais les deux faisaient quatrième. Alors, un jour, je suis au travail. On m'appelle que ça ne va pas à la maison parce que une de mes petites sœurs a failli poignarder sa camarade à l'école. Je vais les nommer Uriel et Ariel. J'ai dit comment ça? Je prends la moto, je rentre. Je vois aussi que ma grande sœur est à la maison alors qu'elle travaille aussi. J'arrive à la maison. Ariel ne nous parle pas. Elle nous regarde, mais ne nous parle pas. C'est Uriel qui nous raconte ce qui s'est passé parce que sa soeur jumelle, elle était au lycée ensemble. Apparemment, elle s'est levée avec le couteau. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec le couteau à l'école. Elle s'est levée pour poignarder sa camarade, mais comme sa camarade était à 4 bancs d'elle. Dans le temps de partir, sa camarade l'ont vu puisqu'elle ne s'est même pas cachée. On l'a arrêtée. Et quand on l'a arrêtée comme ça, elle a commencé à pleurer, puis elle est tombée évanouie. On a appelé sa soeur, puisqu'on savait qu'elle était jumelle. On a appelé sa soeur pour venir voir la situation. On les a amenés chez l'infirmier. C'était au lycée Blaine. Elle est venue chez l'infirmier. Tout fait, elle ne réagissait pas. Puis, sa main, sa paume de main est devenue noire. Ça, c'est ce que Uriel nous raconte, sa soeur jumelle, que sa paume de main est devenue noire. Qu'une surveillante est venue, en voyant la situation, elle l'a giflé si fort en réel que Uriel a dit qu'elle-même d'abord croyait que sa soeur était en train de faire semblant. Mais vu la gifle là, elle-même, elle devait se lever, même si c'était mal et blanc, que ça allait là qu'elle a vu que c'était sérieux. Alors, elles sont levées. Ma petite soeur Ariel est encore restée. Elle n'a pas réagi. Elle était tout couchée. Après 10 minutes, elle s'est levée comme si elle était dans un autre monde. Elle est revenue dans un autre monde. Vous voyez un peu quand vous noyez. Quand on est en train de vous vider un peu l'eau là, qu'on est en train de vous... Mais je vais dire ça comment? Donc, quand on est en train de vous faire évacuer l'eau que vous avez consommée là, quand vous vous levez comme ça là, donc façon là, c'est comme ça qu'elle a fait. On lui a demandé de rentrer à la maison, qu'elle doit se reposer. Rentrée à la maison, on dit à Ariel que qu'est-ce qui s'est passé. Ariel elle nous regarde, mais elle ne parle pas. On dit que mais ça c'est quelle histoire? Uriel nous dit que sa soeur a dit que elle ne va parler à personne à part elle. On dit que mais ça c'est quoi ça? C'est là où sa soeur nous raconte donc que sa soeur lui a dit qu'il y a une femme qui parle dans sa tête. Ça fait presque 2 semaines. On dit que, hein? Qu'il y a une femme qui parle dans sa tête habillée en blanc. Qu'elle est habillée en blanc et que on ne voit pas son visage. En fait, c'est Ariel qui ne voit pas Uriel, mais c'est Ariel qui a dit à Uriel comme ça, parce que la femme là, apparemment, a dit à Ariel de ne parler à personne, à part sa jumelle. Que la femme là, on ne voit pas son visage, mais qu'elle appelle Ariel Mbombo. On dit que ça, c'est quoi ça? Qu'elle a dit à moi qui suis en train de faire ce voice, que la femme là lui a dit que moi, elle doit me poignarder quand je suis en train de dormir. Je dis pardon. Que ma grande soeur, comme elle travaille, elle a dit à ma soeur que elle-même, elle va s'en charger de ma grande soeur. Donc, ma petite soeur ne va rien faire, ma grande soeur, que c'est elle-même qui va s'en charger. Que ma mère, ce n'est pas sa mère. Donc, la femme l'a dit comme ça, que ta mère, ce n'est pas ta mère, elle ne t'aime pas, c'est moi celle qui t'aime, tes frères et tes soeurs là, il ne faut pas les comprendre parce qu'ils ne t'aiment pas. Souvent quand nous sommes à la maison, on a fait le causer, après la femme lui dit dans sa tête que ça, tu n'as rien à faire là, machin, elle sortait, tout ça, et qu'on sort. On dit que mince. On regarde Ariel, Ariel nous regarde, elle ne parle pas. Ma mère lui a dit que je suis ta mère. Elle a répondu, tu n'es pas ma mère. Mais, DMG, on a failli devenir bête. On a failli devenir bête. Qu'est-ce que ça se raconte comme ça? Après, elle s'est mise à parler. Comment la femme là, c'est qu'elle disait souvent de faire, mais souvent elle refusait. Que la femme là lui a dit de poignarder ma mère, mais elle a refusé. Que la femme là
Il disait que comme tu fais comme ça là, je vais te punir, tout ça. On a appelé mes tantes. Il y a une de mes tantes, la soeur de mon père, a dit qu'on leur donnait un verre l'eau de la mer, avec l'eau de la mer pour qu'elle se lave avec. Moi, je suis retournée au travail parce qu'on m'appelait Ujama là-bas aussi. Ma grande soeur est partie avec mon père pour puiser de l'eau à la mer. Pour prendre de l'eau à la mer, on les donnait. Dès que ma grande soeur est partie à mon père, déposer l'eau à la maison, elle aussi, elle est partie travailler, continuer le travail. Aux environs de 15 heures comme ça, on lui donnait l'eau. Elle a commencé à boire DMG. Elle a disparu. Comme je suis en train de vous parler là, elle a disparu. Elle n'a pas fini le verre d'eau, l'eau de la mer. Elle a disparu. Elle a disparu. On dit que, mais ça, c'est et que, comment elle seulement qu'on cherche ma soeur, on ne voit pas qu'elle a disparu après un bout de l'eau. On dit que, je dis pardon. Ma grande soeur aussi, elle aussi rentrée du travail. On a commencé à chercher ma soeur. De 16 h à 18 h, on a cherché l'enfant. On ne l'a pas trouvé. C'est après que comme ma mère était restée à la maison, au cas où elle vient à la maison, on l'envoie venir. Ma mère nous appelle comme ça, comme ça, là, c'est qui vient d'arriver. On dit qu'elle était où? Elle dit que la femme lui a demandé d'aller l'attendre à la mer. On reste comme ça. Est-ce que la femme lui met derrière l'attendre à la mer? Mais elle est partie l'attendre. La femme là n'est pas venue. On dit que, mais ça, c'est quelle histoire? On a commencé les prières. On a dit qu'on a seulement demandé que la nuit là, en plus, la femme a dit que comme elle n'a pas réussi à tuer sa camarade, elle va venir la chercher à minuit. De minuit à 1h10, elle a reçu l'heure là, désolé. De minuit à 1h10, elle va venir la chercher. On a versé le sel dans tous les coins de la maison. Dans les quatre côtés de la maison, hors de la maison, on a versé, on a prié. On a dormi dans la prière. Après, maintenant, comme elle a dormi avec ma mère, ce jour-là, avec sa jumelle, ma mère a versé aussi le sel sur la porte de sa chambre. À minuit, ma soeur s'est réveillée. Comme je sens que vous racontez la DMG. À minuit, ma soeur s'est réveillée. Ma mère s'est réveillée puisque vous connaissez le système de mère. Dès qu'elle a subi un petit mouvement sur le lit, ma soeur est partie sortir de la chambre de ma mère, aller au salon. On sait comment ma soeur est en train de parler, on ne sait pas avec qui elle parle. On voit ma soeur en train de parler, on ne sait pas avec qui elle parle. Je sors, je vois ma soeur en train de parler, DMJ. On est sorti, on voit ma soeur en train de parler avec quelqu'un, mais on ne voit pas la personne. Ma mère a seulement dit, viens ici. Apparemment, l'esprit là ne pouvait pas entrer dans les chambres parce qu'on avait encore baissé. Je ne sais pas comment elle a fait pour entrer au salon parce qu'on avait baissé le sel partout, mais elle ne pouvait pas entrer dans la chambre, dans les chambres parce qu'on avait encore il y avait encore du sel là à l'extérieur. Donc elle a demandé à ma soeur de sortir là au salon. Et on a un chat à la maison. On est sorti, on a vu le chat scotché. Donc ses yeux étaient scotchés sur la personne qui parlait avec ma soeur que nous, on ne voyait pas. Donc, nous ça était terrifié. Donc, tu voyais le chat étant en train de regarder quelque chose. Ma soeur, de toute façon, elle regardait là, dans le même coin là où regardait, c'est là où le chat regardait que nous, on ne voyait pas. DMG. Ma mère a seulement dit, reviens ici. Elle est entrée dans la chambre. Et quand elle est entrée, on a commencé les prières, jusqu'à ce que ma petite dise que c'est bon, elle est partie. Les prières. Là, on était terrifiés parce que c'était la première fois de la tête qu'on entendait ce genre de choses. On a commencé les prières. Le lendemain, on est parti. Ma mère et Ariel, là, elles sont parties chez un voyant, donc chez un traitant en fait. Dès que le traitant a vu ma petite soeur, il a dit, donc dès qu'elle les a vus, dès que ce monsieur a vu ma mère et ma petite soeur venir, il a dit à l'esprit que reste là-bas, n'entre pas ici, DMJ. Donc, il a vu l'esprit marcher avec ma soeur comme ça là. Donc, l'esprit était collé à ma soeur jusqu'à ce que quand il a seulement vu, quand ils étaient seulement en train de venir, le monsieur a dit que non, reste là-bas, ne viens pas ici.
là où ils entrent maintenant, il me dit que, quand vous voyez comme ça, là, je ne sais pas, je sais hein, pourquoi vous êtes venu. Et la dame en blanc, elle est assise là-bas. J'ai dit, mais ne pas entrer. On reste, ma mère, elle pouvait mourir parce que, vous voyez, tu sais que c'est un truc, c'était vrai, mais qu'on te dise encore qu'elle était là comme ça, elle attendait dehors. On a dit qu'il faut apporter les sucres, on a lavé ma soeur, on a parlé, lavé, que c'est une de ses camarades qui lui a fait ça. Que c'est une de ses camarades en classe qui lui a fait ça. Et sa camarade-là, quand on est en train de lui laver à l'école, elle a eu un malaise et elle est rentrée. Depuis, elle n'est plus jamais venue à l'école. Jamais venue à l'école. On l'a lavée. On a dit que c'est bon, qu'elle peut rentrer. Et depuis qu'elle est rentrée comme ça, elle n'a plus jamais eu, jamais, elle n'a plus jamais vu cette femme. Elle n'a plus jamais entendu des voix dans sa tête, jamais. Et c'est comme ça que ça a été comme ça, c'était bon comme ça. C'est pour ça qu'on dit, il faut se méfier, même des amis qu'on a, de ses camarades. On ne sait pas qui est qui. Parce que souvent dans les lycées, là, vos amis là même, ils sont dans une secte. Que quand ils voient comme ça, là, ils te mettent en intéressant. Que tu ne saches que on a dit qu'elle devait me tuer. Qu'elle prend le couteau comme ça, là, elle me tue. Jusqu'à la femme là, dit que je vais venir te chercher à minuit, comme tu as refusé de faire ce que tu venais de faire. On va partir. Et dès que moi, j'ai vu, c'est que si je ne voyais pas le. Façon, si vous avez vu le chat, comment le chat regardait la place là, DMG. Vraiment, la vie sinon. Tu sais que quand ils sont entrés chez le voyant comme ça, le voyant a dit à la dame de rester dehors. Oh, comme ma petite soeur, maintenant elles sont en classe de seconde, tout va bien. Elles n'ont plus, elle n'a plus jamais parlé de ça. Elle n'a plus jamais eu les voix dans sa tête, rien, rien, tout va bien. Donc, vraiment, il faut faire attention parce que la vie, c'est là. La vie est très compliquée. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. Vraiment, il faut faire attention. Je ne sais pas la morale de l'histoire. Vraiment, chacun va en tirer comme il peut. Mais vraiment, c'est de faire attention et de beaucoup prier parce que la prière, c'est primordial. Beaucoup prier. Alors, bonne soirée ou bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour Monsieur DMG, bonjour la grande famille DMG, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors je vais vous raconter ma propre histoire. Je suis une jeune fille gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Alors l'histoire que je vais vous raconter, je l'ai vécue en 2019. En 2019, j'avais 17 ans. J'ai fait la rencontre de celui qui m'a fait connaître les hommes. Tellement j'étais amoureuse de lui que j'ai menti sur mon âge. Je lui ai menti que j'avais 20 ans alors que j'avais 17 ans. D'où on se met en couple et tout, et il me fait connaître les hommes en 2019. Puisque j'étais un grand à cette époque-là, quand on s'est rencontrés, autant que moi, lui, il avait 27 ans. Il avait 27 ans d'âge et moi j'avais 17 ans. Mais lui ne savait pas que j'avais 17 ans. Donc il m'a proposé de venir passer une semaine avec lui à la maison. Chose que j'ai acceptée. Alors, je suis allée chez lui. Bon, j'avais fugué de chez moi. Voilà. J'avais fait passer des habits par la fenêtre. J'avais fait passer mon sac par la fenêtre, un petit sac et tout. J'avais fugué de chez moi. J'avais menti à ma mère que non, je vais le charbonnage, aller payer la mèche. Pour ceux qui sont à Libreville, ils connaissent le charbonnage. Jusqu'à cette époque-là, on restait à Libandeng. Voilà, donc. Je vais faire une semaine chez mon petit ami. En moins de 3 jours, mes parents me cherchent et tout. Mais mon petit ami ne savait pas que mes parents me cherchaient et tout. Une semaine après, je suis rentrée chez moi. Mes parents m'ont parlé et tout et tout. Mais bon, c'est passé. 1 mois, 3 mois est passé. Mon petit ami en question est venu me faire des cococos. Ne sachant pas que j'avais 17 ans. Pour lui, dans sa tête, c'est que j'avais 20 ans. Il est venu me faire des cococos. C'est quand il est venu me faire des cococos avec son grand frère et l'un de ses oncles qu'ils ont su que donc j'ai 17 ans. Malgré ça, on a toujours été ensemble, toujours et tout. Donc,
Euh, Quand j'ai pris mes 18 ans, j'ai eu ma première grossesse avec lui. J'ai eu ma première grossesse, ça allait bien, jusqu'à 4 mois de grossesse. À 4 mois de grossesse, j'étais chez lui. J'étais chez lui, je pense que j'étais allée... Bon, je vivais déjà là-bas, je me suis installée. Dès que je suis tombée enceinte, je me suis installée chez lui. Voilà. Donc, comme c'était son premier enfant, sa première grossesse, il était tellement content et tout. Et c'était aussi ma première grossesse, donc on a décidé de rester ensemble. Donc, un jour, nous sommes dans la chambre, on dort. J'ai fait un rêve où j'ai accouché un petit garçon, un beau petit garçon. Dans le rêve, son oncle, que je ne connais pas, que je n'avais jamais vu d'ailleurs, est venu dans le rêve, est venu voir l'enfant, il a soulevé l'enfant. Et après, il a pris l'enfant, il a balancé l'enfant au sol. Donc, dans mon rêve, quand il jette l'enfant au sol, dans le physique, moi, je saigne. Donc, ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer ça en fait. C'était du genre du tic au tac. Genre, dans le rêve, il a jeté l'enfant au sol. Et dans le physique, directement, je perds la grossesse. Donc, je fais une fausse couche. Je me rappelle très bien, c'était un jeudi soir à 3 heures du matin. J'ai fait ma première fausse couche à 4 mois. J'étais inconsolable ce jour-là. J'ai même pas voulu aller à l'hôpital. On était obligé de faire venir une infirmière sur place à la maison et tout. Malgré ça, mon gars a toujours été là pour moi. Il m'a beaucoup soutenu et tout. Il avait mal, mais il était vraiment là pour moi. Il m'a vraiment épaulé. Donc après ça, je ne voulais plus être enceinte. Donc j'ai fait de 18 ans jusqu'à 20 ans. On va dire presque 2 ans. Quand j'ai pris mes 20 ans, j'ai ramassé ma deuxième grossesse. J'ai pris ma deuxième grossesse et tout. Quand j'ai pris ma deuxième grossesse, tout se passe bien. Je suis les visites. En même temps, je fais des prières parce que j'ai toujours ce mauvais souvenir-là de ma première grossesse. Donc, je suis des prières et tout. À partir de 6 mois, quand j'avais fait ma première échographie, d'abord à 3 mois, on m'avait dit que non, j'ai 2 fœtus. Il se peut que je suis enceinte de jumeaux. Mon petit ami était tellement content et tout. Et il avait informé à sa mère, en tout cas c'est sa mère, ses tantes, ses sœurs étaient informées. Déjà, il faut souligner que sa famille n'était pas ici à Libreville, sa famille est à Franceville. Donc, il avait juste une seule sœur, sa grande sœur ici à Libreville et son petit frère ici. Donc, ses parents à Franceville étaient informés que je suis enceinte et tout. Bon, après ça, à 6 mois de grossesse, quand je suis allée faire l'échographie, on m'a informé que non, je suis enceinte d'une fille. Je suis enceinte d'une fille et tout. Après ça, on m'a dit non, l'enfant est sur position siège et la fille, elle est grosse. Mon bébé, il est trop gros et tout. Il faut que je puisse suivre un régime et tout. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai dit à mon petit ami, j'ai informé aussi à ma mère. Ma mère et moi, on était toujours en prière, mais mon petit ami, tellement sa joie d'être père, qu'il informait toujours tout ce qui se passait. Normalement, en grossesse, il informait ses parents. Donc, à 7 mois de grossesse, j'ai eu mes premières contractions. Je vais aller un peu plus vite. À 7 mois de grossesse, j'avais 7 mois et 3 semaines de grossesse. J'ai eu mes premières contractions. D'où les choses ont commencé à se passer. 7 mois de grossesse, j'ai eu mes premières contractions. J'avais vraiment hyper mal. En fait, là, je me disais que bon, là, c'est aujourd'hui que je vais accoucher. Ce jour-là, comme d'habitude, j'étais seule à la maison. Mon petit ami, il reste au Vendo parce que jusqu'à présent, il est toujours au Vendo. Il reste au Vendo et tout. Donc, il m'a laissé seule à la maison et tout. C'est son petit frère avec qui on vivait était parti au boulot. Mon petit ami aussi était parti au boulot. Donc, j'étais seule à la maison. J'ai commencé à avoir des contractions et tout. J'avais hyper mal. Je pleurais.
Je n'ai pas voulu déranger ma mère. C'est comme ça que j'appelle ma meilleure amie. Je fais comprendre à ma meilleure amie que ben voilà, en moins de 30 minutes, elle arrive à la maison et tout. Elle m'a dit que bon, puisque elle avait déjà accouché, à cette époque-là, elle avait déjà 2 enfants. Elle m'a dit, tu peux encore supporter. Elle me dit parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à l'hôpital et puis c'est pas encore l'heure. J'ai dit que oui, je peux supporter. Ok, nous sommes restés là à la maison pendant 1h30. Ça n'allait toujours pas. J'ai dit à ma copine, bon là, partons. Parce que je suis capable de devenir folle. C'est comme ça, elle m'a dit, ok, d'accord. On a dit, on ne prend pas d'abord le trousseau. On part d'abord comme ça parce que j'étais à 7 mois. Elle m'a dit, peut-être ce sont les premières contractions. Mais c'était tellement intense que je me suis dit, bon là, c'est ça. Donc, c'est comme ça. On arrive à l'hôpital et tout, au CHU de Vindo. On arrive, on m'examine et tout. La fille m'a dit oui, bon, ton col est ouvert. Donc, il faut essayer un peu d'aller marcher. On va voir si c'est vraiment ça et tout. Et j'ai oublié de souligner que pendant toute ma grossesse, on faisait des prophéties comme quoi la tante de mon petit ami était sa femme de nuit. Donc, c'est-à-dire, la petite soeur de sa mère était la femme de nuit de mon petit ami et qu'elle était très jalouse et qu'elle ne voulait pas que mon petit ami puisse avoir des enfants. Raison pour laquelle c'est elle qui a causé ma première fausse couche. Raison pour laquelle on m'a demandé de toujours rester en prière. Voilà. C'est quelque chose que j'avais oublié de dire. Et tout. Donc, on est là à l'hôpital. Je demande à ma copine d'appeler mon gars et tout, que je veux le voir et tout. Donc c'est comme ça que ma copine appelle mon gars. En moins de 30 minutes aussi, lui aussi il arrive et tout. Automatiquement, quand j'ai vu mon gars, automatiquement mes contractions ont disparu. Genre, dès que je l'ai seulement vu, automatiquement c'est parti. C'est là où j'ai regardé ma copine, j'ai regardé mon gars, j'ai dit, rentrons à la maison. Ça, mon gars me dit, oh, on rentre à la maison, comment? Tout à l'heure, tu pleurais au téléphone et tout. Je dis, je n'ai plus de contraction, en fait, ça va, rentrons. Parce que ma mère était même déjà en chemin, parce qu'on avait déjà appelé ma mère. Ma mère et mon père, ils étaient déjà en chemin et tout. J'ai dit appeler mes parents, dites à mes parents que je ne veux plus accoucher, ça va, je n'ai plus de contraction. Ok. On a appelé mes parents, ils sont rentrés, ils sont retournés à la maison. Mon gars et moi, nous sommes rentrés à la maison. Et tout. On continue toujours dans les prières. Nous sommes arrivés à... Parce que on fait toujours une dernière échographie avant l'accouchement. Donc j'ai fait ma dernière écho. Ma fille était toujours sur position siège. Elle n'avait pas changé. Alors que quand vous êtes entre 8 mois et 9 mois, l'enfant est censé prendre la position normale. Donc, elle était toujours sur position siège et tout. J'ai fait ma dernière écho à 8 mois. J'avais 8 mois et 2 semaines. Je me rappelle très bien. Après ça, on faisait des prières et tout. Bon, moi, je ne retournais plus. Je ne suis plus partie à l'hôpital parce que j'attendais directement la date de l'accouchement. Donc, la date de l'accouchement est passée. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Rien. Je suis arrivée jusqu'à 10 mois et 3 jours. Quand j'arrive à 10 mois et 3 jours, ma mère dit c'est pas normal. Donc on me fait des prières et tout. Quand on me fait des prières, à chaque fois ça fait la même chose. Les contractions viennent dès que mon petit ami arrive. Les contractions partent. Ça faisait toujours et toujours ça. Durant ma grossesse, ça m'a fait ça peut-être 3 fois. Donc c'est comme ça. Ce jour-là, on a décidé de ne pas informer mon petit ami. On part à une clinique, ici que je vais taire le nom, de Libreville. Arrivé là-bas, on écoute les battements du cœur de l'enfant. On me dit, le cœur de votre enfant bat lentement.
Ça veut dire que l'enfant, il est fatigué. Vous êtes à 10 mois, l'enfant est fatigué en fait. Donc là, il faut automatiquement que vous puissiez passer par césarienne. Mais comme nous ici, on n'a pas de salle d'opération, on va vous envoyer dans un autre CHU. Alors, on écrit sur mon carnet césarienne en urgence. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je quitte de la clinique là avec maman et sa petite soeur. Automatiquement, on part dans le CHU où on nous a envoyés. Arrivé au CHU, on me gronde d'abord parce que les sages-femmes vérifient mon carnet. C'est pas normal, vous restez avec une grossesse et tout. Ça arrive jusqu'à 10 mois. C'est pas normal et tout. Vous avez peur de faire une césarienne, beaucoup de trucs. Quand ils écoutent aussi le cœur de l'enfant bat lentement. Donc c'est comme ça, on m'emmène en salle parce qu'on ne peut pas me faire une césarienne, on ne connaît pas la position de l'enfant. Donc, quand on m'amène en salle pour faire l'échographie, on remarque que l'enfant a disparu dans le ventre. Il n'y a plus de bébé. On écoute juste le cœur de l'enfant, on ne voit pas l'enfant. Juste son cœur qu'on écoute. C'est comme ça. La sage-femme me dit Kaka. C'est quel problème? On a fait une affaire de 35 minutes, monsieur DMG, pour chercher où se cache l'enfant. Rien. C'est comme ça on me fait descendre. On me demande d'aller marcher. On me demande de boire de l'eau. J'explique la situation à ma mère. Ma mère commence à pleurer. Elle commence à prier et tout. Mon grand frère arrive là-bas avec le trousseau de l'enfant et tout. C'est comme ça. On appelle tous les pasteurs qu'on connaît. On appelle ma belle-mère. On explique la situation à ma belle-mère. Ma belle-mère là-bas va à l'église en pleurs. Elle fait des offrandes selon ce que son frère nous a expliqué, celui qui était à France et Gilles. Elle fait l'offrande et tout. Son pasteur m'appelle. Quel est le pasteur avec qui je n'ai pas parlé au téléphone ce jour-là? Plus de 10 pasteurs sur une seule grossesse, monsieur DMJ. Ok. Après ça, 1 heure de temps passe. On me ramène en salle. Monsieur DMJ. Toujours rien. Pas de bébé. Juste le cœur. C'est comme ça, on me renvoie à la maison, on me dit, madame, on ne peut rien y faire. Parce que on ne peut pas vous ouvrir le ventre juste pour le plaisir de vous ouvrir le ventre. C'est là où je me discute avec elle. Je dis, vous voyez mon carnet, vous voyez mes échographies, je n'invente pas une grossesse, je ne suis pas folle. La sage dit que oui, je vois que vous êtes enceinte, vous avez bien suivi votre grossesse et tout, mais on parle là, on fait une échographie, il n'y a pas d'enfant, on vous ouvre le ventre comment? Je ne peux pas vous ouvrir le ventre. Et maintenant, si je ne trouve rien, exactement comme ce que je vois sur l'appareil, je ne trouve pas. Vous voulez mourir, madame? J'étais dévastée. J'ai appelé mon gars en pleurs. J'ai menacé mon gars. J'ai dit à mon gars, dis à ta famille de laisser ma grossesse tranquille. On ne se connaît pas. Tu ne m'as pas encore épousée. C'est pas à cause des petits cocos que j'ai venu faire là qu'on en veut à ma vie. Parce que j'avais dit à mon gars que on m'avait dit dans tous les églises là où je partais que ta tante c'est ta femme de nuit. Et c'est elle qui fait ça. Dis à ta tante de laisser. Si tu ne veux pas que j'appelle ta tante, dis à ta tante de laisser ma grossesse tranquille. J'ai menacé mon gars. Ma mère a menacé mon gars. Mon père a fait la même chose. Que si mon enfant meurt, je vais soulever son corps pour déposer sa France et ville chez vous là-bas au Konja. C'est comme ça que mon gars dévasté appelle sa mère et tout. C'est comment et tout. C'est comme ça que sa mère appelle maintenant sa petite soeur, explique. Maintenant sa tante, on disait que c'est la femme de nuit de mon gars en question, m'appelle pour me dire que maman, je n'ai rien fait, je ne connais rien de ta grossesse, patati patata, beaucoup de trucs qu'elle a parlé. Je ne connais rien de ta grossesse. Je jure, si c'est moi qui ai le blocage de ta grossesse, que je meurs, je ne connais rien et tout.
Elle a parlé ce qu'elle a eu à parler. On est rentré à la maison. Le lendemain encore, on me prend, on m'emmène dans une autre clinique. C'est la même chose, monsieur DMJ. Il n'y a pas d'enfant. On n'écoute que le cœur. Nous sommes rentrés à la maison. Ma mère dit que je suis dépassée. Ma grossesse, j'avais un gros ventre parce que j'avais déjà 10 mois. J'avais un gros ventre. C'est comme ça. Et Seigneur, c'est comme ça que je reste à la maison. Je réfléchis au suicide. J'ai dit mieux me suicider parce que une petite fille de mon âge, je ne peux pas vivre ce genre de film que je suis en train de vivre là en fait. Je ne peux pas vivre ce genre de film que je suis en train de vivre là. Et tout. C'est comme ça que une semaine passe. Monsieur DMG, je me réveille un matin. Mon ventre a disparu. Comme je suis en train de parler là, monsieur DMJ. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas où ma grossesse est partie. Je ne connais pas ce qui s'est passé avec ma grossesse. Je me suis réveillée un matin, comme je suis en train de vous parler là. Je me suis réveillée un matin, j'ai dormi la nuit. J'avais le gros ventre comme d'habitude. J'étais déjà dans la rusée de mon quartier à Libanding, là où on était, parce que j'avais ramassé les grossesses en même temps que certaines filles. J'étais tombée enceinte en même temps que certaines filles de mon quartier. Les autres avaient accouché. J'étais dans la rusée de mon quartier. Les gens se moquaient de moi. Je suis jusqu'à une semaine est passée. Je dors. Je me réveille. J'ai crié au scandale ce jour-là. J'ai crié au scandale. J'ai réveillé ma mère. Il était pratiquement 7 heures. Mon ventre est plat. Comme quelqu'un qui n'a jamais porté de grossesse. Comme quelqu'un qui n'a jamais porté de grossesse. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma grossesse? Où ma grossesse est pas? Où mon enfant est parti? Monsieur DMG. Ce jour-là, j'ai dit mieux me suicider. Ce jour-là, je voulais me suicider. Je voulais m'ôter la vie. C'est mon père qui est venu me trouver dans la chambre. Je voulais m'ôter la vie. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi en fait. C'est moi qui étais folle, c'est moi qui délirais. J'étais dans un rêve ou bien c'est quoi en fait, je ne comprends pas. Et jusqu'aujourd'hui, comme je vous dis, monsieur DMG, mon ventre est plat, comme quelqu'un qui n'a jamais eu de grossesse. Et au fil du temps, avec ça, mes parents ont décidé de déménager. On a décidé de quitter les Banding parce que j'avais tellement honte. Je ne supportais pas le regard des gens. Je ne supportais pas le regard des gens et tout. Et on avait quitté Ali Banding. Donc, c'est un peu ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Coucou, salut la grande famille DMG, j'espère vraiment que nous allons tous très bien par la grâce de Dieu. Alors, on n'oublie pas de partager, de liker, de nous abonner, surtout aussi, n'oublions pas l'essence fondamentale de ce pourquoi DMG a créé cette chaîne, c'est de sensibiliser. Alors, la grande famille DMG, ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire, je viens avec une nouvelle histoire intitulée Le satané bar. Alors, cette histoire commence avec des jeunes, je dirais deux jeunes plutôt, un qui s'appelle Herman et l'autre qui s'appelle André. Ces jeunes-là avaient pour habitude de sans cesse traîner beaucoup dans les maquis, dans les bars. Ils aimaient aussi les femmes. Des fois, quand ils se retrouvaient autour de deux, trois grosses bouteilles de bière, ils avaient cette vilaine habitude-là de se relater un peu leur virilité entre femmes, tout ça et autres. Alors, voilà qu'un jour, après avoir mangé, bien sûr, du bon poisson braisé et aussi avoir bu une bonne dose de bière, ils seront complètement tout saouls tous les deux. Mais enfin, pas saouls complètement où ils ne pourront pas marcher, mais ils avaient atteint ce qu'on appelle le middle, le milieu en fait. Ils n'étaient pas complètement saouls, mais ils étaient au juste milieu. Alors,
André aura une idée comme ça. Il dira à Eman, eh mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'on devrait peut-être, pourquoi pas, aller dans un endroit? Parce qu'il y a un endroit que j'ai remarqué et je voudrais vraiment que nous y allions. Bon, Eman déjà, ne voyant pas l'utilité, va dire non, pote, autant rentrer directement se reposer, c'est encore mieux. Mais André va le dissuader et lui dit non, 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 on peut y aller. De toutes les manières, on est là pour profiter aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, allons. Donc, Eman et André vont se diriger tous les deux vers un endroit qu'on appelait le Night Club. Voilà, le Night Club Garzeux. Voilà, le Night Club Garzeux. Juste à l'entrée, il y a de belles femmes là qui sont juste là. Bon, à première vue, on pense pas que c'est un endroit un peu bizarre, mais en réalité, la famille DMG, c'est là que la partie devient vraiment, vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en réalité d'un réseau, un réseau mystique. Alors, une fois que André et Eman seront présents là, à l'entrée, ils vont entrer. C'est-à-dire, la façade laisse à croire que c'est juste un endroit où on peut juste boire de la bière, on peut profiter. Mais une fois à l'intérieur, l'on retrouve presque des filles, les serveuses à moitié dénudées. Voilà, elles sont à moitié nues. Elles peuvent être seulement que vêtues de soutien, de caleçon, tout ça. Et puis elles se pavanent, elles servent la boisson, tout ça. Le but de ceci est de voir celle qui plaît à qui et on part avec elle parce qu'il y a des chambres juste derrière. Donc, Eman et André ayant compris cela, une fois qu'ils ont pénétré dans le nightclub, chacun décidera d'aller avec celle qu'il veut. Mais Eman, lui, étrangement pris de secousse, on va dire que des fois, quand quelque chose de négatif devrait vous arriver, vous voyez que il y a quelque chose, vous avez l'impression d'entendre cette voix-là qui vous parle, qui vous dit non, 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 ne fais pas ça. Mais l'autre, André, lui, il était vraiment déterminé. Il voulait le faire et rien n'allait l'empêcher. Quand bien même il y avait cette part de lui là aussi qui lui disait de faire attention, mais lui, il voulait presque ses filles-là. Alors, Eman, lui, ira dans la chambre avec la fille A et commencera à échanger avec elle. Mais se rendra très vite compte que ce sont des habitudes et d'après l'éducation qu'il a reçue, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Alors, il décidera de laisser cette dernière-là comme ça, mais pendant tout ce temps, pour échanger avec elle, pour savoir en fait qu'est-ce qui l'a poussé à demeurer dans la prostitution. Elle va lui donner des informations relatives au fait qu'elle a perdu ses parents, elle a perdu sa sœur, elle a été violée lors de la crise post-électorale, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours une raison qui pousse ces personnes-là à le faire, hormis le cas où il y a des filles qui prennent plaisir à le faire. Voilà. Donc, Eman, lui, il entame juste la causette avec la fille. Elle est très belle, elle a tout ça, elle donne envie. Mais lui, il n'est pas trop de ce type-là. Il n'est pas là à coucher avec les filles de gauche à droite parce qu'il respecte beaucoup la femme. Voilà. Mais quant à André, à peine qu'il est pénétré dans la chambre, automatiquement, il a commencé à se déshabiller. Et la fille aussi qu'il a eue de son côté, la fille B, va décider à commencer à faire les préliminaires. Bon, la famille DMG, je nous épargne les détails. Alors, pendant le feu de l'action ou dans le feu de l'action, on va entendre un craquement. Un craquement, en fait. Le préservatif que André portait vient de céder. Voilà. Bon, là maintenant ça a cédé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lui, il a envie, absolument rien ne va vraiment le dissuader de ne pas faire ça. Donc, il dit à cette dernière-là, je pense que le préservatif a craqué, mais on peut continuer. La fille dit, ben si, il va falloir qu'on continue. Dans ce cas, tu vas augmenter un peu le prix. Il dit, il n'y a pas de problème, parce que ça, c'est dans le flux de l'action, donc on n'a pas le temps de discuter beaucoup, on passe à l'acte. Alors, pendant qu'il le fait, il le fait, il le fait, il le fait, il le fait, et soudain, il éjacule. Voilà. Après avoir fini sa chose, bien sûr, et qu'il a éjaculé, en éjaculant, en fait, il y avait une serviette blanche qui était juste sur le lit, dans le feu de l'action, pendant que, voilà. Parce que quand c'est sorti, en fait, ça va dans tous les sens, tout ça. Donc, c'est tombé, en fait, dans la serviette. Et quand il a fini, la fille lui a montré, en fait, les toilettes. Et il est allé, il a pris un bain, il s'est rhabillé, il est ressorti, allé retrouver Eman qui était en train de boire justement une bouteille de sucrerie encore. Donc André étant fier de lui parce qu'il a tiré son coup, il est satisfait. Mais c'est là aussi que les choses vont commencer. En réalité, la fille B avait pris la serviette qu'elle avait
attribué à l'une de ses patronnes. Parce que là-bas, c'est un réseau. Et cette dernière-là a une chambre secrète dans laquelle elle collectionne toutes ces serviettes-là, où il y a eu des hommes qui ont eu à éjaculer là-dessus, où ils ont eu à prendre pour s'essuyer, quand ils ont fini l'action, tout ça. Et elle va voir une personne qui, en retour, essaye de catalyser un peu ces personnes-là, de sorte à ce que ces personnes-là reviennent encore, un peu de les rendre accros à la chose, et puis aussi de les aveugler complètement et spirituellement pour ne plus qu'ils partent voir ailleurs. Mais quand elle le fait, elle voulait spécialement que ces personnes-là dépensent assez d'argent dans son endroit. Donc, déjà, quelques jours après, voilà que André dort et il se voit à chaque fois en train de faire l'amour à plusieurs femmes. Il ne comprenait pas. Et étant un peu inquiet, il va décider d'en parler à son ami Herman qui va lui suggérer d'aller voir un prêtre. Et après la séance d'écoute, le prêtre lui dira comme ça que il a eu à accoucher avec une fille quelque part et en fait cette fille a sa sémence. Et vu qu'elle a sa sémence, c'est un moyen de pouvoir la voir et que si on prie et qu'il avoue d'un cœur sincère qu'il n'ira plus dans ce genre d'endroit, effectivement il sera libéré. Donc, par la suite, ils vont prier, ils vont le porter en prière. La prière sera établie sur environ une semaine parce que ce sont des séquences de prière. Et juste après, voilà, il va passer à autre chose et il va se retrouver petit à petit. Mais alors, la famille DMG, la moralité de cette histoire, pour les personnes qui prennent cette sale habitude, bon, je dirais pas cette sale habitude, cette facétieuse habitude-là d'aller fréquenter ces filles de nuit, il faudrait beaucoup faire attention parce que étant là-bas, nous nous exposons vraiment. Quand bien même nous passons à l'acte avec un préservatif, il peut arriver qu'on se retrouve dans la situation d'André où il y a un craquement ou encore même parfois choper une infection sexuellement transmissible, une maladie sexuellement transmissible ou encore même déterrer le démon qui est le VIH-Sida. Alors la famille DMG, faisons beaucoup attention à tout ce que nous faisons. N'oublions pas de partager, de liker, de nous abonner. Alors bisous, bisous, que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut toute la communauté MG. Alors, je tiens à vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire qui s'est déroulée à Kribi. Elle m'a été racontée par un cousin qui apprend là-bas. Et l'histoire parle d'une femme, une jeune femme aussi sorcière. Elle était en couple avec un homme, ils se sont même mariés. Maintenant, cette femme-là, elle était tellement sorcière, donc c'était elle la reine. Non, la sorcellerie. C'était elle la reine. Ouais. Maintenant, son mari, lui, ne savait rien du tout. Il était innocent. Mais il avait remarqué tout le temps, il est malade. Les enfants, à chaque fois que sa femme tombe malade, elle perd la grossesse. Ils n'avaient jamais d'enfants. Un jour, il décide alors d'aller chez un marabout pour savoir ce qui ne va pas. C'est là où le marabout en question lui donne un médicament. Un médicament, ça venait dans un petit paquet. Oui, le petit paquet. Donc, le marabout l'avait dit ceci. Arrivé chez toi à la maison, ce soir, tu dois dormir très tôt avant que ta femme ne parte dormir. Et avant de dormir, tu dois prendre quelques gouttes d'eau de ce paquet. Tu mets ça dans ta bouche et puis tu dors. Et tout ce que tu verras dans ton sommeil, tu ne dois dire à personne. Le monsieur en question lui dit d'accord, j'ai compris, il rentre chez lui. La nuit, il dort. Il est parti dormir à 18h. Il dort. C'est là où il se rend dans un endroit. Donc, lui ne savait pas qu'il était encore en Afrique. Là où il a vu là, il dit que c'était pas l'Afrique. Il ne sait pas ce qu'il a vu le jour là. L'endroit était tellement beau. Tellement beau. Des belles maisons. Tout ce qui était là-bas, c'était chic. Ce qu'on appelle waouh. Donc il est arrivé là-bas. Mais non, quand il est arrivé là-bas, il voyait les mêmes faces des gens qu'il voit aussi dans la vraie vie. Mais parfois, les femmes vieilles, elle les voyait là-bas très jeunes, bien habillées, propres. Les handicapés qui voyaient dans le quartier, bon, comme c'était un village, dans le village, ils sont là-bas, bien, il n'est plus handicapé. Donc, et tout, les gens étaient bien. Mais il a remarqué qu'étant là-bas, les gens ne faisaient que dire
Oh, la reine n'est pas encore là. Il faut qu'on arrange le truc. Le tapis est où? Nanana. Il faut que quand la reine va arriver, elle trouve tout dans les bonnes conditions. Rien ne doit manquer. Elle se demande, mais c'est qui la reine? Et les gens là ne savaient pas qu'il y avait un être parmi eux qui n'a pas l'habitude d'être là. Parce que quand le marabout l'envoyait là-bas, le marabout l'avait dit que personne ne saura que tu es là-bas. À part ta femme qui peut suspecter la présence d'une personne inhabituelle. C'est là où l'homme lui dit, ok. Étant là-bas, donc il remarquait les gens atterrissent avec les hélicoptères, tout et tout. Maintenant, quand l'heure est arrivée, il dit que tout le monde s'est placé comme, vous voyez souvent les soldats, quand on attend un président. Comme ça, c'est là où un jet privé est venu, bam. Il voit qui? Sa femme. Donc, quand il était déjà là où je suis en train de vous raconter, là, ils étaient déjà dans la sorcellerie. Ils étaient déjà là-bas, mais lui ne savait pas qu'il était déjà dans le monde de sorcellerie. Oui. C'est là où sa femme descend, bien habillée avec les longs ongles. Et il ne savait pas que c'était sa femme. Il ne savait pas que sa femme était sorcière, autant pour moi. Il ne savait pas que sa femme était une grande sorcière. C'est là où les gens commencent à honorer la femme. Bienvenue, Sa Majesté, ceci, ceci. Au moment où il devait commencer les cérémonies, sa femme commence à dire, je ressens la présence d'un être ici. Cette personne n'a pas l'habitude d'être là. C'est qui? Montre ton visage. Montre-toi. Sa femme a commencé. Mais les gens se regardaient. Elle dit quoi là? La reine dit, bon, on ne voit personne. Elle dit, je sais de quoi je parle. Il y a quelqu'un là qui n'a pas l'habitude d'être là. Et quand l'homme a vu que les gens de la sorcellerie là étaient déjà très agités, il a préféré repartir. Donc il est rentré. C'est là où il s'est réveillé dans la chambre. Le lendemain, comme le marabout l'avait demandé de ne pas raconter aux gens, il devait tout simplement voir de ses propres yeux ce qui ne va pas, comme il voulait savoir que qu'est-ce qui ne va pas. C'est là où le marabout lui dit, quand tu verras tout ce que tu vas aller voir là-bas, ne raconte pas à personne. Il faut juste savoir ce qui ne va pas. Parce que moi, je t'ai déjà presque tout dit en te montrant l'autre monde. Est-ce que le monsieur en question a compris? Il a fait la suisse. Il a raconté à toute la famille ce qu'il a vu cette nuit. Avec la honte, là, sa femme a eu, elle a eu honte. Elle a préféré éliminer son mari. Elle avait tué son mari. Le jour suivant, son mari est mort. Mais avant de mourir, il a quand même raconté tout ce qu'il a vu. Il a su que donc là où j'étais malade, c'était à cause de toi. Nos enfants, tu les vendais à la sorcellerie. Je ne savais pas que tu étais une grande sorcière. C'est-à-dire, c'est toi la reine de la sorcellerie. Comment t'appelais là-bas? Sa femme a dit, ah, donc tu oses aller chez moi dans le monde de la nuit. Et tu viens aussi raconter ça ici, dans le monde réel. On verra bien. L'homme est mort. Donc, soyez sages. J'espère que chacun prendra une leçon dans cette histoire, parce que moi, je ne sais pas comment analyser cela. Il a voulu savoir ce qui ne allait pas dans sa vie, et le marabout l'a aidé à reconnaître qu'est-ce qui ne va pas, mais lui, il a mal agi. Au lieu de garder ça comme secret et divorcer tranquillement, il a préféré beaucoup bavarder. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter avec vous ce soir. Donc, on se dit à plus tard. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.